autre hypothèse, on a dit, ben oui, ben c'est un manque d'oxygène au cerveau. Parce que la vision du tunnel, on peut très bien la reproduire lorsqu'on a des hypoxies occipitales, par exemple. L'aire visuelle située au niveau du cortex occipital, lorsque cette région ne reçoit pas suffisamment de sang et d'oxygène, eh bien, on a une vision comme, si vous voulez, un tube cathodique qui s'éteint sur les écrans de télé. Autrefois, c'était ça. On avait une espèce de flash lumineux, et puis une impression de point lumineux qui arrivait en arrière et qui s'éteignait. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de ces hypoxies de cette zone occipitale. On a une extinction qui se passe de la manière suivante. Mais ça n'a rien de commun avec l'expérience lumineuse des gens qui vivent l'expérience. Parce que ces gens-là ont tout de suite l'impression d'être dans une lumière d'amour, et on voit bien dans leur discours que ça n'a rien à voir avec l'extinction d'un poste de télévision. Ce point qui s'en va, c'est au contraire un point qui grossit et qui est de plus en plus présent et de plus en plus aimant. Alors comment une lumière peut-elle aimer? On ne voit pas du tout comment ça peut correspondre à ce que disent certains scientifiques qui disent que c'est une perception donc hallucinatoire due à une hypoxie cérébrale, en particulier au niveau de cette zone occipitale. On a dit aussi que la conjonction de l'hypoxie et de l'hypercapnie, c'est-à-dire d'un excès de CO2, l'asphyxie autrement dit, pouvait donner une impression de sortie de corps, une vision otoscopique externe. Et que c'était ça, précisément, qui provoquait l'impression d'être sorti de son corps. Mais c'est pas ça non plus. Pourquoi? Pin van Nommel l'a montré. Dans un des cas, il décrit une personne qui sort de son corps, voit une équipe de soignants s'affairer autour de son corps. L'équipe de soignants prélève du sang dans son artère fémorale et on analyse les sangs. On analyse le sang de ce prélèvement et on voit que le taux d'oxygène est normal et que le taux de CO2 est normal. Alors que le monsieur en question, il était au-dessus et il a pu décrire la ponction fémorale. Donc vous voyez que ça ne peut pas être ça non plus. On a dit, ben oui, alors si c'est pas ça, ce sont les endorphines. Les endorphines qui sont sécrétées, c'est vrai, de façon très large, lorsque l'on a un stress important ou lorsqu'on a un traumatisme important. Et nous, on le sait quand on fait du SAMU, qu'on reçoit en réanimation des polytraumatisés, ils sont en général euphoriques, on a même l'impression quelquefois qu'ils sont alcoolisés alors que ce n'est pas vrai du tout, parce qu'ils sont baignés par des grosses doses d'endorphine, qui est une hormone qui est sécrétée de façon naturelle lorsqu'on est agressé. Ça donne des impressions d'euphorie et ça diminue la douleur. C'est fait pour ça. Si on veut être finaliste, c'est fait pour ça. Les endorphines sont donc libérées dans la circulation pour à la fois supprimer la douleur et pour nous rendre euphoriques. Et ça n'a rien à voir avec l'euphorie d'une personne qui vit ça. Parce qu'elle est tellement transformée après qu'on peut penser que ce n'est pas un shoot de morphine qui est capable de faire ça, une transformation aussi radicale. On n'a jamais vu un morphinomane, après un shoot de morphine, se tourner vers l'amour, changer sa vie complètement du tout au tout, être dirigé vers les autres, se détacher des valeurs matérielles de cette planète pour être en amour avec les autres, c'est-à-dire vouloir donner aux autres en s'investissant dans des œuvres caritatives, dans des œuvres humanitaires, ou en devenant artiste, en devenant guérisseur, ou en devenant médium. Donc, en voulant aider les autres. Et pourtant, c'est ce qui se passe au niveau de l'expérience. Les gens qui vivent ça ont envie de donner un petit peu d'amour aux autres. L'amour qu'ils ont tellement reçu en abondance quand ils étaient dans la lumière qu'ils ont envie de le faire partager. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec un shoot de morphine. On a dit, ben oui, c'est le cerveau qui reconstitue une histoire. Ça, on le voit souvent. Encore dernièrement, il y avait un petit reportage à la télé où donc je donnais ma position sur les expériences de mort provisoire, et puis quelqu'un dit, le journaliste en voix off dit, et on va voir maintenant ce qu'en pense un scientifique. Alors il se trouve qu'on a montré quelqu'un qui avait fait exactement les mêmes études que les miennes, donc il était aussi scientifique que moi, simplement il disait que tout ça c'était dû à une hallucination, que c'était une image qui était arrivée au cerveau, et que c'est le cerveau qui reconstituait un scénario. Vous voyez? Alors ça, c'était un scientifique, parce que ça paraissait pour le journaliste scientifique, et ce que je disais moi avant, c'était pas scientifique du tout. L'objectivité est assez bizarre et relative quand même, en l'occurrence.
dans cette appréciation. Et là, on a des gens qui ne peuvent pas reconstituer l'histoire avec ces récits, quand on connaît bien ces récits. Comment quelqu'un est capable de vous décrire ce qui se passe dans une pièce à côté, alors que l'histoire n'a jamais été stockée dans son cerveau, ou même à des kilomètres de là. Ça ne peut pas être une histoire reconstituée. On dit aussi que la rencontre avec le défunt, eh bien ça, ce sont des images reconstituées par le cerveau, parce qu'on est en deuil, on est en souffrance, on a perdu une grand-mère, et bien, dans l'hallucination, on la voit lorsqu'on est dans la lumière. Et ça aussi, ça ne peut pas tenir devant un certain nombre de témoignages qui voient des entités qui ne savaient pas qu'elles étaient disparues au moment de l'expérience. Ça arrive. Il y a des gens qui ont cette visualisation-là. Par exemple, il y a Mathieu Meyer, qui, peut-être vous avez vu son témoignage télévisé, il est apparu dans une émission où il racontait ce qui était arrivé. Il est dans la lumière et il voit une entité qui se présente, qui est à peu près de son âge, et qu'il ne connaît pas du tout, et qui vient l'accueillir. Il redescend donc après son expérience, un accident, il redescend, il revient dans son corps, et quelques mois plus tard, il découvre le visage de celui qui l'avait accueilli dans la lumière. Et il se trouve que ce visage-là était sur une photo, c'était l'ancien petit ami de sa compagne actuelle, qui avait eu un accident de moto, et il ne savait pas, il ne pouvait pas inventer sa morphologie, il ne pouvait pas inventer son visage, il l'avait vu de l'autre côté, il était venu l'accueillir. Donc c'était quand même assez troublant, et on ne peut pas dire que tout ça ait pu être stocké dans son cerveau. Et que dire alors des aveugles de naissance, qui n'ont pu rien stocker du tout comme image? Comment un aveugle de naissance aurait pu stocker quoi que ce soit? Et lorsqu'ils sont dans la lumière, ils sont bien obligés de s'apercevoir que ce qu'ils perçoivent correspond à ce que sont des images ou des films décrits par les voyants. Donc, ce sont bien des perceptions visuelles, mais avec autre chose, visualisées avec autre chose que leurs yeux. La deuxième bonne raison, c'est cet exemple de Pamela Reynolds. Vous en avez déjà parlé, mais je vais insister surtout sur la position des détracteurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Pamela Reynolds est une jeune femme qui souffre d'un anévrisme du cerveau. Pour opérer cet anévrisme du cerveau, on est obligé d'arrêter sa circulation cérébrale pendant plus d'une heure. Pour faire ça, on est obligé aussi de refroidir son cerveau à 15 degrés 5. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, au bout de 3 minutes, il y a des lésions irréversibles cérébrales. Donc on est obligé de refroidir le cerveau. À cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. On mesure le potentiel évoqué auditif, on mesure l'électroencéphalogramme, tout est plat. On est sûr que le cerveau de Pamela Reynolds ne fonctionne plus. Elle est en état de mort clinique, en coma dépassé, provoqué. Et pourtant, à son réveil, Pamela Reynolds décrit toute son intervention, les temps opératoires qui ont été effectués, les instruments qui ont été utilisés pour l'opérer, la conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui avait voulu assister à l'intervention et le chirurgien. Elle a fait ça avec autre chose que ses yeux, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a perçu tout ça avec autre chose que son cerveau. Et oui, mais alors, avec quoi? Si on est dans la pensée matérialiste qui pense que le cerveau est un organe qui sécrète de la conscience, on est bien obligé de constater que cette hypothèse vole en éclats devant la logique des choses. Le cerveau ne fonctionne plus et la conscience est encore plus performante qu'avant. Alors, il y a quand même, malgré tout, des gens qui contestent l'expérience. Une expérience qui a été relatée par Pim Van Lomen dans une revue à comité de lecture qui s'appelle The Lancet. Je veux dire, ce n'est pas une revue ésotérique. C'est une revue très sérieuse. Et ça valide l'expérience. On ne peut pas dire qu'il y a une tricherie ou quoi que ce soit. Mais pourtant, les détracteurs trouvent quand même des arguments. Ils disent quoi? Ils disent oui, d'accord, l'électroencéphalogramme était plat, mais peut-être qu'il y avait une activité résiduelle au niveau du cerveau qu'on n'est pas encore en mesure d'évaluer, qu'on n'est pas encore en mesure de tester. C'est peut-être ça l'explication. Alors il faudrait quand même qu'ils expliquent comment un cerveau qui fonctionne plus, avec aucun échange biochimique possible entre deux neurones, est beaucoup plus performant qu'un cerveau qui fonctionne à l'état éveillé. Ça ne tient pas debout, cette hypothèse. De dire que peut-être que l'électroencéphalogramme était plat, que le cerveau ne fonctionnait plus, peut-être qu'il y a
une fonction qu'on n'est pas capable de tester. Oui, mais elle n'est pas cérébrale. Voilà, la logique, c'est de dire ça. Ensuite, d'autres ont dit, ben oui, la sortie de corps de Pamela Reynolds était due à la stimulation de son gyrus angulaire, qui a dû provoquer, donc, par l'anesthésie générale, la vasodilatation et le manque d'oxygène au niveau de cette zone. Et c'est ça qui a provoqué l'impression de sortie de corps de Pamela Reynolds. Mais ce n'était pas une impression. Elle a été capable de décrire les instruments utilisés. Elle a été capable d'entendre ce qui se disait. Ah oui, d'accord, alors peut-être que les instruments, elle les a vus avant d'être endormie, et après, donc, son cerveau a reconstitué tout ça. Mais non, ça non plus, c'est pas possible, parce que quand on reprend la séquence événementielle du bloc opératoire, on s'aperçoit que Pamela Reynolds a été endormie, installée, refroidie, et ce n'est qu'ensuite que l'équipe chirurgicale est arrivée pour installer ces instruments chirurgicaux. C'est toujours comme ça qu'on fait dans les blocs chirurgicaux pour réduire le temps d'exposition des instruments à l'air ambiant, pour réduire justement le risque septique. On installe tout à fait à la fin les instruments. Et c'est ce qui s'est passé ici. En plus, il y avait un refroidissement à faire. Alors, ils ont dit, bah, si ça ne s'est pas fait avant, peut-être que ça s'est fait après. Peut-être qu'elle les a vus une fois qu'elle était réveillée. Et ça non plus, ça ne peut pas être possible, puisque Pamela Reynolds n'a pas été réveillée dans le bloc opératoire. On ne revient pas de 15 degrés 5 à 37 en quelques minutes. Donc, elle est allée dans une unité de réanimation, c'était même pas une salle de réveil, on l'a réchauffée, et quelques heures après, on l'a réveillée. Donc, elle n'était plus dans le bloc. Et bien sûr, à l'endroit où elle était, il n'y avait plus les instruments, ils étaient donc passés en décontamination depuis bien longtemps. Donc, ça ne tient pas du tout. On a dit, ben oui, alors, puisque c'est ça, c'est peut-être les bruits qu'elle a entendus pendant l'anesthésie. Pendant qu'elle était endormie, elle a entendu des bruits, et après, donc, c'est son cerveau qui a reconstitué la scie. La scie, bon, son cerveau a reconstitué l'image d'une petite scie, et puis peut-être qu'elle a entendu, parler. Elle ne pouvait pas entendre parler, puisque son cerveau ne fonctionnait pas. Et puis elle pouvait entendre rien du tout, puisqu'elle avait dans ses oreilles un dispositif qui mesure son potentiel évoqué auditif. Alors, cet appareil émet des sons en continu, des sons assez puissants, et on mesure donc la conduction neuronale avec des capteurs. Et donc, avec cette émission de sons en permanence, elle ne pouvait entendre rien du tout des bruits extérieurs. Elle ne pouvait pas interpréter quoi que ce soit non plus. Donc on peut dire, de façon très logique et de façon naturelle, que Pamela Reynolds était bien revenue d'une mort clinique. Et elle a pu nous décrire ce qui se passait, donc, au moment de sa mort clinique. Alors elle a eu ça, je vous raconte ça parce que c'est le plus troublant, mais elle a eu aussi toute la séquence événementielle. Elle est passée dans un tunnel, elle est arrivée dans une lumière qu'elle décrit elle aussi comme une lumière d'amour. Elle a rencontré des êtres chers disparus. Elle a rencontré entre autres son oncle, qui l'a poussée dans son corps, parce qu'elle voulait rester de l'autre côté. Et elle dit, c'est comme si on m'avait poussé au bord d'une piscine d'eau froide. Et j'ai eu cette impression désagréable de revenir dans mon corps mort et de l'habiter de nouveau. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez sur Internet son discours. Elle est maintenant décédée depuis 1 an, au mois de mai. Et elle raconte très bien cette histoire. Donc vous tapez Google, sur Google, vous tapez son nom, vous trouverez son histoire. Elle décrit très très bien ce qui lui est arrivé. Et on voit même le chirurgien qui l'a opéré qui est stupéfait de savoir qu'elle ait pu décrire tout ça. Donc vous voyez, rien que ce cas-là suffirait pour dire que lorsque notre cerveau s'arrête de fonctionner, nous avons encore une conscience, et que cette conscience peut être encore plus performante que lorsque notre cerveau ne fonctionne pas. La troisième bonne raison, c'est ce qui se passe au seuil de la mort. Alors, j'ai fait un petit listing de ce que j'ai pu constater. Ce listing a été évalué par d'autres soignants, je l'ai montré, donc j'ai réorganisé en fonction d'un ordre de fréquence décroissant ce qui se passait au niveau de la mort, qu'on pouvait nous observer en tant que soignants. On observe quoi? Eh bien, on observe que la plupart du temps, il y a une résignation tranquille.
au moment de mourir, c'est-à-dire à quelques minutes ou quelques heures de l'échéance. On a une sérénité et une paix intérieure qui arrivent.